Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de la deuxième et dernière partie de cours du chapitre 10 sur les transformations chimiques. Alors avant d'attaquer la partie cours, on va faire ensemble un petit exercice d'application sur les équations de réaction et l'équilibrage des équations, parce que j'ai remarqué que ça n'avait pas forcément été bien compris ou maîtrisé par une partie de la classe. Donc voilà, on va faire cet exercice, c'est le numéro 6, page 122 de votre livre. On va le dire ensemble. En solution aqueuse, l'ion fer 3 Fe3 plus aqueux réagit avec les ions hydroxyde HO- aqueux pour former un précipité orange d'hydroxyde de fer 3 FeOH3 solide. Donc c'est le précipité qu'on voit là dans le tube à essai. Un précipité c'est toujours un solide et en général on dit que ça précipite quand on a des espèces qui sont solubilisées en milieu aqueux et que d'un seul coup en réagissant ensemble ça forme un solide. On appelle ça un précipité. Donc dans un tube à essai contenant 2 ml d'une solution de chlorure de fer 3, Fe3 plus aqueux, plus Cl- aqueux, on verse quelques gouttes d'une solution d'hydroxyde de sodium, Na plus aqueux plus OH- aqueux. Donc là, Fe3 plus aqueux plus 3Cl- aqueux, c'est le chlorure de fer 3, et la solution d'hydroxyde de sodium, c'est Na plus OH-. Donc on vous demande dans la question 1 d'identifier le réactif et le produit de la réaction. Alors là, il suffit de relire attentivement le texte et de voir que on vous dit que c'est les ions Fe3+, qui réagissent avec les ions OH-. Donc les réactifs, ici, ce sont Fe3+ aqueux et HO- aqueux. Attention de toujours bien mettre l'état physique, ici aqueux. C'est les deux composés chimiques qui réagissent ensemble. Maintenant, les produits de la réaction. On vous dit que l'ion fer 3 et les ions hydroxyde réagissent ensemble pour former un précipité orange d'hydroxyde de fer 3. Donc le produit de la réaction, c'est FeOH3 solide. Donc la réaction concrètement c'est ça, c'est Fe3 plus aqueux plus HO- aqueux qui nous donne FeOH3 solide. Parmi les équations suivantes, question 2, identifier en justifiant l'équation de la réaction correctement ajustée. Alors la bonne équation de la réaction, c'est la D. Pourquoi c'est la D ? Parce qu'on voit dans la D que tout est correctement ajusté. On a bien du fer à gauche, un atome de fer, on retrouve cet atome à droite. On a 3 H et 3 O et on retrouve bien 3 H et 3 O à droite. Donc c'est équilibré en termes d'éléments chimiques et en termes de charge, on a 3 plus ici à gauche, plus 3 moins, ce qui fait que c'est neutre, ça s'équilibre, et à droite on a bien pas de charge, donc c'est correctement équilibré également au niveau des charges. Si on avait voulu la refaire, on aurait pu la retrouver, on aurait pu vous demander écrire l'équation de la réaction. Donc on aurait pu simplement se servir de ce qu'on avait vu dans la question 1, d'ailleurs il y avait un petit E, c'est Fe3+, et réécrire entièrement les réactifs et les produits. Voilà, ça nous donne ça. Fe3 plus aqueux plus HO- aqueux donne FeOH3 solide, et d'équilibrer en mettant les bons nombres stoichiométriques. Là c'était simple à équilibrer, on voyait que le fer, il y en avait déjà un des deux côtés, donc à gauche il n'y avait qu'un atome d'hydrogène et d'oxygène, alors que dans les produits on en avait 3, OH 3 fois, c'est-à-dire qu'il y a 3 fois OH, donc il suffit de mettre un 3. Et voilà, on avait équilibré l'équation nous-mêmes. Question 3, indiquer pourquoi les trois autres réactions ne sont pas ajustées. Alors, dans la petite a, on voit qu'on a déjà des 3 ions Cl- et un ion Na+, qui viennent apparaître là alors qu'ils n'ont rien à faire là, et en plus ils sont là à gauche et ils sont pas à droite, donc déjà clairement c'est pas équilibré, celle-là elle est pas bonne. Dans la B et la C, on voyait que ici le fer c'était bon, mais que les éléments oxygène et hydrogène ils n'étaient pas équilibrés, il n'y en avait qu'un seul à gauche alors qu'il y en a 3 à droite, et même principe pour la C. Donc la C et la B n'étaient pas équilibrées à cause de ça. Et enfin, question 4, identifier les espèces spectatrices, donc c'est les espèces qui sont présentes mais qui ne participent pas à la réaction. Donc ici on a les ions chlorure qui sont dans la solution de chlorure de fer, qui ne participent pas, donc Cl- aqueux, c'est une espèce spectatrice. Ensuite, on avait aussi les ions Na+, qui sont dans l'hydroxyde de sodium, donc l'hydroxyde de sodium nous apporte en fait les ions HO- dont on a besoin, mais on n'a pas besoin des ions sodium, donc ils sont spectateurs. Et enfin, ne pas oublier H2O liquide, qui est une espèce spectatrice ici. Toujours faire bien attention, le solvant c'est l'eau, ça se voit parce que toutes les espèces sont aqueux. Aqueux, ça veut dire en solution dans l'eau. Donc forcément, si c'est aqueux, c'est qu'il y a de l'eau. Et l'eau c'est le solvant, mais l'eau ne participe pas à la réaction, donc c'est aussi une espèce spectatrice. Alors on a terminé avec cet exercice d'application. Maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir revenir au cours. Alors la dernière fois, on avait terminé avec cette diapositive qui nous expliquait ce qu'était une transformation exothermique et endothermique. Alors je vous rappelle, parce qu'on va en reparler juste après, une transformation exothermique, c'est si le système chimique libère de l'énergie vers le milieu extérieur, et donc la température augmente. Et une transformation chimique endothermique, c'est quand le système reçoit de l'énergie du milieu extérieur, et donc la température du milieu extérieur diminue. On avait donné l'exemple pour une transformation endothermique des glaçons, ici, et pour une transformation exothermique, par exemple d'un feu ou d'une combustion quelconque, ou alors ici on avait la réaction entre l'acide chlorhydrique et l'hydroxyde de sodium qui est une réaction exothermique car la température du milieu augmente. Donc la réaction a libéré de la chaleur dans le milieu extérieur. Alors,
On va voir maintenant les changements d'état et les transformations physiques, parce qu'en fait, on va parler rapidement de ça. Depuis le début, on parle de transformations chimiques, mais on est en physique-chimie, alors j'imagine que certains d'entre vous se sont dit, s'il y a des transformations chimiques, il doit bien y avoir des transformations physiques. Qu'est-ce que c'est la différence? Alors c'est ça qu'on va voir. Donc une transformation physique a lieu quand une espèce passe d'un état physique, solide, liquide ou gaz, à un autre. Un état physique, c'est ça. On appelle le fait d'être solide, liquide ou gaz, on appelle ça l'état physique. Les noms sont attribués au changement d'état. Donc vous en connaissez déjà la plupart, vous en aviez vu au collège. Le passage de solide à liquide, on appelle ça la fusion. Par contre, de liquide à solide, la solidification. De liquide à gaz, la vaporisation. De gaz à liquide, la liquéfaction. Et quand ça passe directement du gaz au solide sans passer par la case liquide, c'est condensation. Et du solide au gaz directement, c'est sublimation. Donc par exemple, ça c'est une erreur de langage qu'on fait souvent. On dit en général qu'il y a de la condensation sur les carreaux. Or, la condensation, c'est quand ça passe de gaz à solide. Vous n'avez pas des petits glaçons sur vos carreaux. En général, on dit ça parce qu'on a des gouttes d'eau. Donc en réalité, on devrait dire que c'est pas de la condensation, mais c'est de la liquéfaction. Donc ça, vous connaissez normalement ces différents états. Donc si vous ne les connaissez pas, il faut les revoir, parce que c'est quelque chose qu'il faut savoir. Un exemple, l'eau de cuisson des pâtes se vaporise dans la casserole et redevient liquide sur les vitres de la cuisine. Quand vous faites cuire des pâtes, vous voyez bien que ça se met à bouillir et qu'il y a de la vapeur d'eau qui sort. On appelle ça de la vaporisation. Et quand elle redevient liquide sur les vitres de la cuisine, c'est de la liquéfaction. Remarque, lors d'une transformation physique, l'espèce chimique ayant subi la transformation ne change pas. Seules les interactions entre les molécules sont modifiées. Une élévation de la température conduit à une agitation plus grande des molécules et inversement. En fait, l'état physique, c'est ça. Quand vous avez du solide, en fait, toutes les espèces chimiques, tous les éléments chimiques qui constituent votre solide sont bien rangés les unes à côté des autres et sont quasiment immobiles. Alors que dans un liquide, déjà quand on passe à l'état liquide, c'est plus rangé. Les espèces chimiques sont encore proches les unes des autres. Et dans un gaz, c'est pas du tout rangé et en plus les espèces chimiques sont très écartées les unes des autres. Voilà ce qui change dans un état physique. Dites-vous que plus la température augmente, en fait, plus les molécules s'agitent. Et plus elles s'agitent, au bout d'un moment, quand elles s'agitent trop, elles cassent leur jolie organisation solide, c'est comme ça qu'elles deviennent liquides. Et si on continue de les chauffer, elles s'agitent tellement qu'elles s'écartent les unes des autres. C'est ce qui se passe d'ailleurs pour la température que vous ressentez. Quand vous ressentez la température, en réalité, c'est l'air qui vous entoure, qui se déplace et qui vient vous heurter. Et en vous heurtant, il vous transmet de l'énergie. Et c'est ça que vous ressentez sous forme de chaleur en fait. Alors petit 2, l'équation d'un changement d'état. Donc l'équation d'un changement d'état, c'est l'écriture symbolique à l'échelle macroscopique de la transformation physique d'une espèce. Exemple, lorsque l'eau passe de l'état solide à l'état liquide, la fusion peut être modélisée par l'équation suivante. Donc c'est tout bête, c'est comme les équations chimiques qu'on a vues avant, à part que là, l'espèce chimique ne change pas. On est toujours sur de l'eau au départ et on reste sur de l'eau à l'arrivée. Ça, c'est ce qui est caractéristique d'une transformation physique. L'espèce chimique n'est pas modifiée, il y a uniquement l'état physique qui change. Là, l'eau vient passer de l'état solide à l'état liquide. Et on a le sens de l'évolution. Et ça, par exemple, c'est la fusion. C'est par exemple un glaçon qui vient fondre dans votre verre d'eau. Et c'est une transformation physique. Et c'est comme ça qu'on la modélise au niveau de la formule chimique. Petit 3, les transferts d'énergie. Là, ça reprend ce qu'on a vu à propos d'endothermique et exothermique. Lors d'une fusion, une vaporisation ou une sublimation, l'espèce chimique change d'état et son énergie augmente, alors que celle du milieu extérieur diminue. La transformation est dite endothermique, le milieu extérieur se refroidit. Alors c'est logique, si par exemple vous venez fondre un glaçon dans votre verre, le glaçon vient bien refroidir le contenu de votre verre. C'est donc une transformation endothermique. C'est le milieu extérieur qui se refroidit en donnant son énergie au glaçon. Et c'est la même chose pour la vaporisation. Vous faites chauffer l'eau de vos pâtes. Vous êtes bien obligé de faire chauffer pour que l'eau devienne gazeuse. Et donc l'eau récupère l'énergie que vous lui donnez à partir de la combustion du méthane pour un feu au gaz par exemple, et s'en sert pour se vaporiser. Et inversement, lors d'une solidification, d'une liquéfaction ou d'une condensation, l'espèce chimique change d'état et son énergie diminue alors que celle du milieu extérieur augmente. La transformation est exothermique. Le milieu extérieur se réchauffe. Et c'est ce qui se passe dans par exemple votre congélateur quand vous fabriquez des glaçons. C'est une solidification. Et votre congélateur en fait, il est obligé de refroidir en permanence parce que pour se solidifier, l'eau va avoir besoin de libérer de l'énergie, c'est exothermique. Et donc c'est pour ça que le frigo, il récupère cette énergie et il l'évacue. C'est comme ça qu'il refroidit. Même principe pour une liquéfaction ou pour une condensation. Exemple, la fusion de l'eau est endothermique, c'est ce qu'on disait. Donc vous avez le glaçon solide qui est ici, le milieu extérieur, l'énergie est transférée vers le glaçon, ça a comme effet d'avoir le glaçon qui fond. La solidification est exothermique, par contre vous avez de l'eau liquide et c'est son énergie qui sort, qui est transférée vers l'extérieur pour devenir un glaçon.
On va faire rapidement un petit exercice d'application sur les transformations physiques. Donc l'équation écrite ci-dessous est-elle celle d'un changement d'état d'une espèce chimique justifiée? Est-ce que c'est une transformation physique? Alors vous avez 2H2 gazeux plus O2 gazeux donne 2H2O liquide. Alors, je vous laisse faire pause et réfléchir un petit instant. Alors on pourrait tenter de dire que oui, c'est une transformation physique. Pourquoi? Parce qu'on passe d'un état gazeux à l'état liquide. Mais je vous rappelle que une transformation physique, c'est quand on garde la même espèce chimique, c'est-à-dire, par exemple là, il aurait fallu que ça soit de l'eau à gauche et à droite. Alors que là, on part de d'hydrogène et de dioxygène et on passe à de l'eau H2O. Donc on n'a pas les mêmes espèces chimiques, on a bien une transformation chimique. Les espèces sont transformées entre l'état initial et l'état final. Et elles sont accompagnées d'un changement d'état, de l'état gazeux à l'état liquide. Mais de ce fait-là, ce n'est pas une transformation physique, c'est une transformation chimique, avec changement d'état. Grand 3, la synthèse d'une espèce chimique. Donc on a fini avec les transformations physiques. Si vous vous souvenez, on en a parlé dans l'introduction, on avait parlé de la lavande, on a parlé de l'huile essentielle de lavande et de comment on pouvait en fabriquer. Alors une espèce chimique est dite naturelle si elle est issue de la nature. Par contre, une espèce chimique est dite synthétique si elle est fabriquée par l'homme. C'est assez simple. Exemple, la caféine contenue dans le café, c'est un stimulant. Lorsqu'elle est extraite du café, elle est qualifiée d'espèce naturelle, alors que lorsqu'elle est fabriquée au laboratoire, on appelle ça espèce synthétique. Même principe avec la vanilline, l'espèce présente dans les gousses de vanille. En fait, pourquoi est-ce qu'on en fabrique? Et on s'est posé la question dans l'introduction, on fabrique de la vanilline pour éviter l'épuisement de cette ressource naturelle. En fait, si on prenait tout dans la nature, au bout d'un moment, on épuiserait la ressource. Et c'est de l'intérêt en fait de la fabriquer soi-même en laboratoire. Un autre exemple d'espèce naturelle, c'est la canne à sucre. Le sucre qui est produit à partir de la canne à sucre, c'est une espèce naturelle. Alors que la vitamine C qui est présente dans les cachets de vitamine C qu'on peut acheter en pharmacie, c'est une espèce qui est synthétisée par l'homme, c'est une espèce chimique synthétique. Remarque, la chimie de synthèse permet aussi de créer des nouvelles espèces chimiques qui n'existent pas dans la nature. Dans ces cas-là, on parle d'espèces chimiques artificielles. Un bon exemple, c'est l'arôme bubblegum, qui est une espèce chimique artificielle. Vous n'avez jamais rien vu dans la nature qui a naturellement le goût de bubblegum. Ça a été créé en laboratoire. Petit 2 maintenant, la synthèse chimique. Justement, on va voir comment on synthétise une espèce chimique en laboratoire. Alors, une synthèse, c'est la fabrication d'une espèce chimique au laboratoire. La synthèse d'une espèce chimique s'effectue généralement en 4 étapes. Donc, c'est des étapes très logiques. En premier, forcément, on prélève les réactifs. C'est exactement comme les TP qu'on a fait ensemble, comme par exemple quand on a fait notre sablier chimique, il a bien fallu qu'on aille prélever les différents réactifs avant de faire la réaction chimique. Donc on prélève soit un liquide, soit un solide, en se servant du matériel qu'on a après utilisé, des pipettes jaugées ou graduées, des éprouvettes graduées, etc. Ensuite, on met tout dans notre ballon ou dans le milieu dans lequel on va faire la réaction, et on effectue étape 2, la transformation chimique. Une fois que la transformation chimique est faite, il faut isoler le produit brut, parce qu'en général, on a besoin d'un produit, mais il y a plusieurs produits de la réaction qui se forment, et il reste aussi des réactifs parfois, où il reste du solvant, et donc il faut qu'on isole le produit brut, le produit qu'on voulait justement synthétiser, comme par exemple la vanilline, ou par exemple dans l'introduction de cours, on avait parlé d'acétate de linalyle, c'est-à-dire la substance qui compose l'huile essentielle de lavande qui est extraite à partir de la lavande. Si par exemple c'est cette substance qui nous intéresse dans notre synthèse, il va falloir qu'on l'isole. Et enfin étape 4, il faut qu'on analyse le produit brut, parce que pareil, on s'était posé la question dans la problématique de départ, une fois qu'on a synthétisé, il faut qu'on vérifie que l'espèce qu'on a isolée est bien l'espèce qu'on voulait justement, qu'elle est bien pure et que c'est bien l'espèce qu'on voulait synthétiser, à l'aide de méthodes d'analyse, qu'on va voir juste après, que vous connaissez déjà, hein. Par exemple la chromatographie sur couche mince. Alors étape 1, prélèvement des réactifs. Avant de prélever les réactifs, il faut rechercher leur pictogramme de danger et les consignes de sécurité associées. Les réactifs nécessaires pour réaliser une synthèse peuvent être des solides. Dans ces cas-là, on pèse une masse M. On va aller chercher avec notre spatule, avec une balance et puis avec un verre de montre ou une petite coupelle pour venir peser notre solide dedans. En solution, à ce moment-là, on mesure un volume V solution le plus précisément possible, donc en se servant par exemple d'une pipette jaugée ou graduée. Et les liquides purs, c'est pareil, c'est un volume V. Je vous rappelle les différents pictogrammes que vous pouvez trouver. Ici, c'est les indications, mettre une blouse, utiliser des lunettes, utiliser des gants ou la haute aspirante. La blouse et les lunettes, c'est obligatoire tout le temps. Et les gants et la haute, c'est en fonction de la dangerosité des produits. En général, si c'est des produits corrosifs ou alors irritants, volatiles, on va avoir besoin de haute, de gants, etc. Rappel sur les pictogrammes, donc je vous mets rapidement les pictogrammes. Normalement, vous les connaissez déjà, on les a revus progressivement tout le long de l'année. Étape 2, la transformation chimique. Le produit est formé au cours de l'étape de transformation chimique. Donc on a mis les réactifs, la transformation se passe et le produit est formé. Certaines transformations nécessitent d'utiliser un montage de chauffage à reflux. Donc un montage de chauffage à reflux, c'est ce montage. Il est composé d'un support élévateur, d'un chauffe-ballon, d'un réfrigérant à eau dans lequel l'arrivée d'eau arrive par le bas et la sortie arrive par le haut. Alors je vais vous passer une petite vidéo pour voir plus en détail le chauffage à reflux, comment ça marche. On va la regarder ensemble.
Bonjour, vous souhaitez réaliser une transformation chimique à chaud et sans perte de matière, cette vidéo est faite pour vous. Je vais vous présenter le montage de chauffage à reflux. Voici un exemple de montage de chauffage à reflux. Celui-ci est constitué d'un ballon qui contient le mélange réactionnel, d'un chauffe-ballon, d'un support élévateur et d'un réfrigérant à eau. Maintenant, nous allons réaliser étape par étape ce montage de chauffage à reflux. Vous êtes prêts? C'est parti! Allez, venez voir par ici. Étape 1. Il faut tout d'abord attacher le ballon avec une pince plate 2 doigts. Étape 2. On introduit ensuite les réactifs. Étape 3. On graisse un peu le rodage du réfrigérant et on positionne une pince 3 doigts non serrée. On graisse le rodage pour pouvoir le retirer simplement après sans casser la verrie. Enfin, on alimente en eau le réfrigérant par le bas. Étape 4. Une fois que l'eau circule dans le réfrigérant, on positionne le système de chauffage sous le ballon grâce au support élévateur, puis on allume dans un premier temps au maximum pour arriver plus vite à ébullition. Et voilà, le montage de chauffage à reflux est maintenant terminé et la réaction est en train de se faire. On reviendra dans quelques instants pour voir ce qui se passe dans le ballon, mais pensez à une chose, à partir du moment où vous avez allumé le chauffage, vous devez toujours garder un œil sur votre mélange réactionnel. Pendant ce petit instant de répit, regardons de près le réfrigérant à eau. Il est constitué d'une paroi interne ouverte aux deux extrémités et d'une double paroi dans laquelle va circuler l'eau. C'est dans cette double paroi que circule l'eau froide, permettant ainsi de refroidir la paroi interne du réfrigérant. Maintenant qu'il fait un peu plus chaud dans le ballon, retournons voir ce qui se passe à l'intérieur. Allez, venez par ici. Le milieu réactionnel est entré en ébullition et des vapeurs sont émises. Il faut maintenant baisser le thermostat du chauffe-ballon. Ces vapeurs montent dans le réfrigérant à eau et au contact des parois froides du réfrigérant, elles se recondensent et retombent dans le ballon. On voit clairement que les vapeurs ne montent pas plus haut qu'ici. Le montage de chauffage à reflux permet de chauffer le milieu réactionnel sans perdre de matière par vaporisation. Mais au fait, pourquoi on chauffe? Dans la quasi-totalité des cas, on chauffe pour augmenter la vitesse de la transformation chimique. C'est donc pour aller plus vite. Et maintenant, voici les principales erreurs à éviter. Ne surtout pas toucher les surfaces bouillantes du montage, à plus forte raison si vous portez des gants. Le support élévateur doit toujours être en position haute au cas où le chauffage devrait être arrêté rapidement. Toujours allumer l'eau avant de mettre en route le système de chauffage. Le réfrigérant doit être alimenté en eau par le bas pour un refroidissement optimal. Il faut faire circuler l'eau dans le réfrigérant avec un débit modéré pour des raisons évidentes d'économie d'eau, mais aussi car il y a des risques que le tuyau se désolidarise du réfrigérant. Le montage de chauffage à reflux est un montage ouvert par le haut, ce qui peut permettre d'éviter d'éventuelles surpressions. Il ne faut donc surtout pas le fermer. Enfin, une fois le chauffage arrêté, il faut attendre que le milieu réactionnel ait refroidi avant d'arrêter la circulation d'eau et défaire le montage. Alors le bain d'eau, c'est pour refroidir le milieu réactionnel justement. On ajoute souvent dans le milieu réactionnel des petits grains de pierre ponce. Cela permet d'avoir une ébullition douce et régulière, c'est-à-dire la formation de petites bulles et non d'un intense bouillonnement. Vous souhaitez aller plus loin et voir comment séparer le produit de la réaction des autres composés du mélange réactionnel, je vous invite à aller voir les vidéos Les bons gestes sur l'extraction liquide-liquide et la filtration sous vide. Voilà, donc j'ai choisi de vous passer cette vidéo parce que je l'ai trouvée extrêmement bien faite. Donc au moins vous voyez exactement à quoi ça sert un montage à chauffage à reflux. Vous aviez déjà vu un peu un montage même plus compliqué que ça avec la distillation, l'hydrodistillation. Vous l'aviez vu dans le jeu du professeur Chaos et vous l'aviez également vu pour ceux qui sont en spécialité de laboratoire. Donc l'intérêt du chauffage à reflux, c'est quoi? En fait, c'est de chauffer le milieu réactionnel pour accélérer la transformation, d'éviter les pertes de matière lors de l'ébullition grâce au réfrigérant à eau qui liquéfie les vapeurs formées. En fait, grâce à ça, contrairement à dans votre cuisine où les vapeurs d'eau partent et sont perdues au final, bon, ce qui n'est pas vraiment gênant dans la cuisine, quand on fait une réaction chimique, on ne veut pas perdre de produit. Donc en fait, le but du chauffage à reflux, ça va être de refroidir les vapeurs de manière à ce qu'elles retombent à l'intérieur du ballon sans jamais qu'elles sortent. Comme ça, on perd
un minimum de réactifs et de produits pendant la réaction. Remarque, le chauffe-ballon est sur un support élévateur pour arrêter rapidement le chauffage si nécessaire. Alors il l'a montré dans la vidéo, c'est-à-dire que quand on veut arrêter rapidement le chauffage, on va juste très rapidement dévisser la vis du support élévateur pour redescendre le chauffage en fait. Comme ça, plus de chauffage, ça arrête très rapidement la réaction. Et la pierre ponce qui régule l'ébullition du mélange réactionnel, c'est ça. Vous connaissez ça, la pierre ponce, c'est simplement de la pierre volcanique, comme vous pouvez en trouver un peu partout ici à La Réunion, vu que c'est une île volcanique. Et en fait, l'intérêt de la pierre ponce, c'est que ça empêche l'ébullition de s'emporter. Vous voyez, un peu comme quand on chauffe une casserole de lait et puis que ça se met à mousser et à déborder. Et bien grâce à la pierre ponce, on évite ce genre de phénomène. Étape 3, l'isolement du produit brut. Alors l'isolement permet de séparer l'espèce synthétisée du reste du milieu réactionnel. Réactif n'ayant pas réagi, autres produits de la réaction, solvants, etc. Cette étape sera étudiée en classe de première. Donc, vous avez juste à savoir qu'il y a une étape d'isolement de produits bruts, mais pas comment on fait. Je vous montre juste rapidement deux petites techniques d'isolement. Une qui est la décantation, donc ça se présente de cette façon-là, c'est pour séparer deux phases qui ne sont pas miscibles, ou alors un filtre Büchner qui filtre sous vide un composé solide. Donc ça, je vous le dis, c'est pour information, mais vous reverrez ça en étape de première. Et enfin l'étape 4, l'analyse du produit brut. Donc l'analyse permet l'identification et le contrôle de la pureté du produit brut obtenu. Donc une fois que vous avez fini votre réaction et que vous avez isolé votre produit, il faut savoir si c'était bien le produit qu'on recherchait. Et pour ce faire, on a différentes méthodes d'analyse qui dépendent en général de l'état physique du produit, c'est-à-dire s'il est liquide, solide ou gazeux. Pour un produit solide, on va mesurer sa température de fusion, avec, si vous vous souvenez bien, le Banco-Fleur que je vous avais montré en TP dont on a déjà parlé au début d'année. Ou alors on peut également dissoudre le produit solide dans un solvant et faire une chromatographie sur couche mince. Pour un produit liquide, on va pouvoir mesurer sa densité, ou alors sa température d'ébullition, son indice de réfraction, ou on peut également réaliser une chromatographie sur couche mince. Donc on ne fait pas tout en même temps, en général une technique est suffisante pour vérifier. Toutes ces caractéristiques physiques, que ce soit densité, température d'ébullition, indice de réfraction, si vous vous souvenez de ce qu'on a dit au début d'année, c'est caractéristique d'une espèce chimique. Donc ça va nous permettre d'identifier l'espèce et d'être sûr que c'est bien la bonne espèce. Et si vous vous souvenez également, si l'espèce n'est pas pure, elle n'aura pas exactement la bonne température de fusion, ou elle n'aura pas la bonne densité, ou le bon indice de réfraction. Ça variera par rapport aux tables. Bien sûr, ça c'est à comparer à des valeurs connues qui sont répertoriées dans des tables, dans le handbook, ou alors sur internet. Petite image du Banco-Fleur pour rappel qui permet de mesurer la température de fusion d'un solide. Si vous vous souvenez, on le met en diagonale et on le pousse sur la plaque chauffante. Ça chauffe de plus en plus fort au fur et à mesure de gauche à droite et au bout d'un moment, on voit où ça fond et on peut mesurer la température. La chromatographie sur couche mince, CCM, pour rappel, permet la séparation et l'identification des espèces chimiques présentes dans un mélange. Pour un éluant donné, une espèce migre de la même façon qu'elle soit pure ou dans un mélange. Donc ça c'est un rappel, on l'a déjà vu ensemble. L'espèce naturelle référence à un endroit, que ce soit à gauche ou à droite, on met l'espèce synthétisée de l'autre côté et on vérifie les tâches qui sont à la même hauteur, ça signifie qu'il y a la même espèce. Et quand il y a plusieurs tâches comme ça signifie que c'est un mélange. Voilà. Donc on voit ici que l'espèce synthétisée est identique à une des espèces présentes dans l'espèce naturelle. Par exemple, pour la lavande dont on avait parlé, là, le produit synthétisé S, comme l'huile essentielle de lavande H, contient de l'acétate de linalyle, car ils présentent tous les deux une tâche à la même hauteur, celle de l'acétate de linalyle de référence. Donc là, on a mis l'acétate de linalyle de référence, et on voit que ce soit dans l'espèce synthétisée, donc quand on synthétise de l'huile essentielle de lavande en laboratoire, ou quand on la récolte directement à partir des espèces naturelles, à partir des plantes, on obtient la même tâche au même endroit. Ce qui nous montre bien qu'on a bien de l'acétate de linalyle dans les trois composés. Voilà, c'est terminé pour le cours du chapitre 10. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et je vous dis à bientôt.